Demandez TV, bonjour, bonsoir. Heureuse de vous retrouver sur le plateau Entretien Brut, le plateau sur lequel on fait un décryptage de l'actualité. On essaie de voir qu'est-ce qui se passe à l'horizon sur le continent, dans le pays et voir bien plus loin à l'international tout simplement. Pour ce faire, pour faire un décryptage, vous le savez, on a toujours des invités ou tout simplement un chroniqueur qui fait ce décryptage avec nous. Aujourd'hui, sur le plateau de Mandé TV, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Toumani Diakité. Il est contrôleur au service de lutte contre la fraude à la direction de conformité et de contrôle interne de la SOMAGEP et aussi il est le secrétaire général du syndicat national des constructions civiles, des mines et de l'énergie, SINACOM, section nationale de la SOMAGEP SA. Monsieur Diakité, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de décryptage de l'actualité. Merci. Merci beaucoup. Merci. Notre deuxième invité sur ce plateau, téléspectateur, est Monsieur Boubacar Yalkoy, qui n'est pas un inconnu parce que c'est un homme de la presse, un homme des médias. Il est journaliste, directeur de publication du journal Le Pays. Confrère Yalkoy, ça va? Ça va, alhamdulillah. Tout se passe bien? Ben, on essaie de faire avec. On essaye de faire. On salue la diaspora qui nous regarde par le monde, qui sont fidèles, qui réagissent beaucoup. Les Maliens essayent de savoir quel décryptage est fait sur les ondes de Mandé TV. Merci beaucoup de votre constante fidélité et on vous salue de vous là où vous êtes. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer nos sujets, nos dossiers, comme on aime si bien le dire, sur ce plateau de Mandé TV. Le premier sujet, dossier qu'on a sous la main, évidemment, malheureusement, il y a des affrontements qui ont repris à la frontière du Mali de l'Algérie, et précisément dans la zone Tissaouatène et Al-Afarak. J'espère que je n'écorche pas. Depuis la date du 25 juillet 2024, voilà, malheureusement, c'est reparti. Monsieur Diakité, vous regardez tout ça en tant que Malien, quelle a priori, quelle pensée, quelle réflexion vous faites à ce qui se passe? Merci, Madame Maïga. Bon, quand même, c'est vraiment douloureux. C'est vraiment douloureux de voir des attaques comme ça. Ensemble, nous allons trouver une solution à tout ça et ça, c'est sûr que ça viendra. En tout cas, on s'incline fortement. Voilà, paix à l'âme des disparus et bon rétablissement aux blessés. Ces questions nous sommes de tout cœur par la pensée positive avec nos femmes qui se battent sans relâche pour pouvoir instaurer la paix dans le pays, instaurer la paix dans cette zone. Voilà, et Yalkoy, journaliste, Le Pays, tout à fait. Tout ça de près, à traiter ces sujets-là. Tout à fait. Quelle analyse faites-vous? D'accord, comme vous l'avez si bien dit, la bataille d'Inafarak et de Tinzaouatène suivie par l'ensemble du peuple malien par-delà le monde entier, s'est soldée par des situations qui sont quand même déplorables. Si je dis déplorable au regard un peu, peut-être avant d'arriver peut-être à la complicité d'un pays extérieur, les femmes étaient dans une posture, comme tout le monde le sait, de reconquête de l'intégrité du territoire national. Ce qui fait que tout le monde le sait, après la reprise de Kidal, il y a d'autres villes qui ont été libérées. Et il ne restait que cette portion de la partie du nord où des groupes armés, des rebelles qui étaient partie prenante de l'accord d'Alger et également des terroristes se sont retrouvés et en ont fait leur base arrière. Et il y a eu un accrochage entre eux et une patrouille de l'armée qui était aussi accompagnée par ses partenaires. Parce que l'armée malienne, tout le monde le sait, elle n'est pas seule sur le terrain, mais elle est aussi accompagnée par des partenaires. Donc, suite à cet accrochage, nous avons vu qu'il y a eu des pertes de part et d'autres, en vies humaines, des pertes matérielles
et suite à bataille suite à laquelle il y a l'état-major général des armées qui a fait un communiqué dans lequel il a donné des points et également aussi rassurer la population par rapport également à l'engagement ferme des forces armées et de sécurité d'accomplir leur mission régalienne à hauteur de souhait. Et au-delà de ça également, nous avons vu la DIRPA par le canal de son patron, qui est le colonel-major Damélé aussi, qui a fait une sortie, qui a fait la genèse de comment les choses se sont passées. Dina Farak, après Kidal Dina Farak jusqu'à Tinzawaten, il a donné des détails par rapport à la situation. Et dans ces explications, nous comprenons aisément que l'armée a le moral. Malgré tout ce qui s'est passé sur le terrain également, nous avons vu le jour où il y a eu la bataille, 2 jours après, ils sont revenus à la charge avec l'accompagnement également aussi de notre pays, du pays frère et ami qui est le Burkina, qui est avec nous aujourd'hui dans un ensemble qui s'appelle l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Il y a eu des frappes là-bas qui font qu'aujourd'hui, en tout cas, on peut rassurer le peuple malien que la reconquête est en cours et que la victoire n'est qu'une question quand même du moment. Au regard de tout ce que nous voyons sur le terrain. Et le plus important ici, c'est vraiment l'accompagnement du peuple. Parce que ça, ce n'est pas une question d'autorité militaire. Ce n'est pas une question de FAMA, mais c'est une question de nation. C'est une question de nation parce que ceux qui sont là-bas, ils détiennent illégalement des armes. Et ces armes-là, ils les utilisent contre qui? Pas seulement contre la nation, mais c'est contre le peuple. Et imaginez un peu, depuis que la crise a commencé au nord, jusqu'où nous sommes aujourd'hui, s'il y a lieu de faire le bilan en termes de perte en vies humaines, surtout du côté civil et du côté militaire, c'est énorme. Et qui l'a fait? Ce sont ces mêmes gens-là qui prennent les armes contre l'État. Or, ce même État qui les a mis dans toutes les conditions, nous le savons tous depuis au temps de Alpha Oumar Konaré, en passant par ATT, IBK, et jusque là où nous sommes. Maintenant, du moment où on ne s'est pas compris par rapport à un certain nombre de choses concernant l'application de l'accord d'Alger, l'État voulait que les choses se fassent comme ça, ils n'ont pas voulu le faire, et on a décidé vraiment de rompre, de mettre de côté cet accord-là. Et du moment où on a mis de côté cet accord, il y a eu un appel vis-à-vis de ces groupes armés pour leur dire, bon voilà, si vous êtes pour le Mali, rangez-vous du côté du Mali. Ils ne l'ont pas accepté. Effectivement, il a fait une sortie par rapport à ça. On les a dit non, on est contre personne. Parce que l'accord là, nous savons comment l'accord a été ficelé depuis un pays étranger. Ce n'est pas au Mali ici. Ils ont tout concocté à partir d'Algérie et ils sont venus faire la fête à Bamako. C'est comme ça que les choses se sont passées. Maintenant, au regard de tout ce qui s'est passé, c'est des militaires qui sont à la tête de l'État aujourd'hui, qui connaissent de fil en aiguille tout ce qui se passe sur le terrain et tout ce qui a été fait de façon illégale au-delà du pays. Ils ont décidé vraiment de mettre fin à cela et dire au peuple malien, il faudra qu'on se retrouve, qu'on discute entre nous et qu'on trace le schéma au bout duquel le salut sera patent. Ils n'ont pas accepté cela. Mais du moment où ils n'ont pas accepté, l'État a dit, bon, il n'y a pas de problème. En tout cas, à partir de ce délai, tous ceux-là qui ne se rangeront pas du côté de l'État seront traités comme des ennemis. Ils ont refusé de le faire. Et nous avons vu, suite à cela, l'État est entré dans une posture de reconquête à travers Kidal et après, les femmes ont continué. Leur premier forfait, suite à cela, qui est vraiment inadmissible, qui est inhumain, c'est l'attaque du bateau. Tout le monde a vu. Et l'attaque de ce même bateau a été revendiquée par qui? Ce sont ces mêmes groupes armés-là, qui se disent fils du Nord, qui se disent également, quand ils montrent, ils parlent aux yeux du monde entier, ils disent qu'ils se battent pour l'intérêt du Nord, qu'ils se battent pour le peuple du Nord. Mais ce qu'ils ont fait là-bas, c'est inhumain. Tout le monde l'a vu, ça a été condamné par une partie du peuple. Mais à ce niveau aussi, ce qui est aussi déplorable, le fait qu'on fait un appel du côté du peuple pour accompagner l'armée, c'est bon. Mais sur le terrain, on voit que la situation qui se présente est vraiment déplorable. Du moment où vous avez parlé de l'attaque du bateau, et puis après également le cas de Tinzawaten, d'habitude, on voit le peuple, surtout du côté des politiques, la société civile, quand il s'agit de leurs intérêts, ils prennent la rue. Quand il s'agit de leurs propres intérêts, ils prennent la rue. Quand ils ne sont pas d'accord avec une décision des autorités, ils prennent la rue. Mais cette fois-ci, c'est une question de nation. Mais on voit quoi? Absolument rien. À part quelques communiqués qu'on a vus ici et là. Ça aurait été moi je pense que c'était le moment opportun de prendre la rue et montrer en face du monde ceux-là qui sont cachés derrière ces gens, parce que ces groupes armés-là,
ces rebelles qui sont là-bas, si ça ne tenait qu'à eux seuls, ils ne peuvent pas faire face à l'armée. Ils ne peuvent pas faire face à l'armée. On sait qu'il y a un complet international qui est derrière ça. Donc, il fallait sortir pour dénoncer cela et montrer à notre armée que nous sommes derrière elle. Parce que ce n'est pas une question d'autorité, ce n'est pas une question de X ou Y, c'est une question de nation. Parce que quand on veut revendiquer ses droits, il faudrait qu'il y ait un pays. S'il n'y a pas de pays, on va revendiquer quoi? Et moi, je pense qu'il est temps, plus que jamais, que les gens se donnent la main, que le peuple malien accompagne les femmes jusqu'à la victoire finale. Vous pensez que cette solidarité est quand même léger parce que tous les Maliens dans l'ensemble quand même soutiennent les femmes, soutiennent par des gestes, par je suis femme, les affiches, les tracts. On sent qu'il y a quand même une mouvance à soutenir mentalement les femmes. Mais vous dénoncez parce que vous estimez que la société civile et les politiciens ne sont pas là. Oui. Moi, j'aurais bien voulu, je vais peut-être développer cette partie. À un moment donné, on voyait qu'à chaque fois que l'État prenait des décisions qui étaient considérées comme souveraines, le peuple sortait également. Ceux-là qui étaient favorables à la transition, ils sortaient. Même ceux qui étaient à la limite contre la transition, ils manifestaient aussi leur intérêt par rapport à certains enjeux. Mais nous avons vu que ces derniers temps, on ne voit absolument rien, à part des communiqués ici et là. Est-ce que c'est nécessaire aussi souvent de partir, d'aller dans la rue pour revendiquer son soutien, son adhésion? Est-ce que ça va changer quelque chose? Non, mais c'est un acte très important. C'est un acte très important. La mobilisation du peuple pour soutenir son armée, ça peut quand même donner un signal très fort, un signal retentissant. Comme je l'ai si bien dit, parce que ces rebelles qui sont à Tizawanten aujourd'hui, ils ne sont pas seuls. Tout le monde le sait que c'est la communauté internationale qui est derrière ces groupes armés-là. Ça n'a pas commencé maintenant. Et moi, j'aurais bien voulu que, au-delà peut-être des communiqués, au-delà peut-être des affiches, des messages qu'on met sur les réseaux sociaux, qu'il y ait du concret sur le terrain. Qu'on fasse une mobilisation générale pour montrer en face du monde que le peuple est en phase réellement avec son armée, le peuple est en phase réellement aussi avec son autorité. Moi, je partage quand même cette idée-là parce qu'on voit que le conflit n'est plus un conflit de lutte contre le terrorisme tant que tel. Mais dans ce conflit, il y a l'Ukraine qui s'est ajoutée à l'histoire. L'Ukraine qui s'est ajoutée à l'histoire, le Mali qui a fait un communiqué justement par rapport à ça, qui date dernièrement du 4 août, lu par notre ministre de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga. Votre avis, qu'est-ce qu'il faut? Les Maliens doivent vraiment se mobiliser, se réveiller, faire du bruit pour dire que le conflit russo-ukrainien devait rester en Europe que d'être ici sur le territoire sahélien? Oui, bon, ça se comprend parce que qui connaît ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine actuellement, je pense bien Mali étant l'un des partenaires de la Russie, on devait s'attendre à ça parce que ça ne m'a pas étonné quand même de voir une telle situation venant de l'Ukraine parce que quand on est avec la Russie, et il faut être sûr que tu ne seras pas avec l'Ukraine là où nous sommes aujourd'hui, mais quand même, il est déplorable qu'un pays responsable essaie d'aider vraiment les terroristes. Ça c'est pas quand même pour moi quand même c'est pas du tout responsable de sa part. Quelles conséquences il y a par rapport à cette guerre qui devient vraiment qui prend des ampleurs qui font peur? Oui, les conséquences, comme vous l'avez si bien dit, elles sont déjà lisibles, hein, surtout à travers la sortie des autorités maliennes qui mettent fin de manière immédiate aux relations diplomatiques entre l'Ukraine et notre pays. Et par-delà également, il y a eu aussi une certaine vague de soutien, à commencer d'abord par le Niger aussi qui a suivi le pas, qui a aussi rompu les relations avec l'Ukraine. Et par-delà également, au niveau du Sénégal aussi, on a vu, après la sortie de l'ambassadeur ukrainien qui se trouve sur le territoire sénégalais, suite d'abord à une sortie, à un communiqué de la société civile.
pas une seule organisation, mais plusieurs organisations ont fait un communiqué conjoint. Malheureusement, même au Mali, ici, on n'a pas vu ça. Il n'y a pas eu de communiqué conjoint, société civile, partis politiques, etc. Ils n'ont pas fait ça. Mais c'est un pays d'à côté qui a fait d'abord cette première sortie-là d'abord. Ces organisations ont fait un communiqué suite auquel il y a aussi l'État sénégalais qui a rappelé l'ambassadeur pour le mettre à lui dire, bon, voilà ce que vous avez fait, ce n'est pas normal. Et le rappeler alors. Et nous avons vu après, il y a eu le Niger. Après le Niger, il y a eu aussi, également aussi le Burkina qui a fait un communiqué. Et par-delà également la CEDEAO, même si le communiqué de la CEDEAO est trop léger. Est-ce que vous voyez? Mais ce qu'il faut aussi comprendre à ce niveau, moi, je me dis qu'il faut comprendre un aspect très important dans cet enjeu géopolitique, etc., etc. Parce que le cas Ukraine aujourd'hui, je me dis que c'est l'OTAN qui est derrière l'Ukraine. C'est comme ça, moi, je comprends les choses. Quand on prend un peu le conflit entre la Russie et l'Ukraine, on sait que pour que le président ukrainien, c'est-à-dire qu'il ait le courage d'affronter Poutine jusqu'à un certain niveau, c'est parce qu'il a eu le soutien de l'OTAN. Et c'est même pourtant, comme mon co-débatteur l'a si bien dit, le fait que la Russie est aux côtés et du Mali, et du Burkina Faso, et du Niger aujourd'hui, la France a du mal à digérer cela. Parce que ici, on a demandé à ce que ces forces étrangères partent, on a demandé à ce que la France parte et ses partenaires, et c'est suite à cela que la Russie s'est installée. À la demande également du peuple de ces pays-là. Donc maintenant, il faut faire en sorte que partout où la Russie a du partenariat avec les pays africains, qui ont été sous le joug quand même de la France à un moment donné, il faut faire de telle sorte que ces relations-là ne puissent pas émerger jusqu'à un certain niveau. Et la raison pour laquelle moi je me dis qu'aujourd'hui, l'Ukraine n'a pas la force. L'Ukraine elle-même a du mal à protéger son territoire, à fortiori, engager un combat sur un autre front. Donc je me dis que l'OTAN, c'est une guerre par procuration. C'est l'OTAN qui est caché derrière et c'est l'OTAN qui essaie de faire mal, c'est-à-dire à la Russie à travers cette guerre de Tizawantel. Mais je me dis que c'est peine perdue. Et ce qui est aussi dommage par rapport à ça, on sait bon déjà, comme c'est eux, les complices qui sont derrière l'Ukraine, il ne faudrait quand même pas s'attendre à une condamnation de la part quand même de la communauté internationale. Et c'est ce qui est vraiment déplorable dans ce que nous vivons aujourd'hui. D'accord. On n'a pas encore eu un communiqué venant du Burkina, mais on peut lire qu'on peut déjà envisager que ce sera pour très prochainement. Ils ne se sont pas retirés. Ils n'ont pas mis fin aux relations. Aux relations diplomatiques pour l'instant. Mais quel est l'intérêt du Burkina dans ces relations et que le Mali tout de suite a lâché prise? Parce que comment un pays frère comme le Burkina, pays de l'AES, arrivera toujours à envisager des relations diplomatiques pendant que sur le trio, il y a deux qui ont déjà lâché les choses? Quelle lecture? Parce qu'on remarque aussi que le Burkina, un petit peu dans cette lancée-là, hein, le Burkina arrivé à certains moments vise un peu ses intérêts. On a pu voir ça quand le capitaine IB est allé négocier avec la Côte d'Ivoire pour pouvoir avoir l'électricité, chose que le Mali ni le Niger n'ont fait. Oui, bon, chaque pays a ses réalités internes. Sur certains aspects, on peut se retrouver, mais ils ont leurs réalités internes à eux, qu'on ne pourra pas nous développer a priori. Maintenant, ce qui est quand même plus important dans cet enjeu, aujourd'hui, on sait que les trois pays sont en phase à travers l'AES, ce qui d'ailleurs c'est aussi prouvé sur le terrain par l'intervention également des drones burkinabés dans cette situation de Tizawantel. Je sais que tout le monde a quand même appris cela. Il y a des appuis des trois pays, bien sûr. Tout le monde a appris cela et on sait qu'ils sont en phase aujourd'hui. Et je me dis que le fait que le Burkina n'a pas rompu, comme les autres pays l'ont fait, c'est peut-être stratégique. Il faut peut-être s'attendre dans les jours à venir. Ils vont peut-être évaluer la situation sur le terrain. Au fur et à mesure et en fonction de cela, ils prendront une décision finale. D'accord. En tout cas, malheureusement, c'est un sujet qu'on n'aurait pas voulu aborder, mais l'actualité oblige. Il faut l'aborder. Il faut surtout se mobiliser. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Il faut vraiment se mobiliser et appuyer, mais vraiment les FAMA qui se battent jour et nuit pour pouvoir établir une paix sur l'ensemble du territoire national. Voilà, on est tous avec vous, c'est le message.
Alors, notre deuxième sujet, il s'agit de la suspension de la mise en place des bureaux ou du bureau CNJ Mali. Cette suspension est intervenue en date du 30 juillet par le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civile et de la construction citoyenne. C'est un bureau qui faisait du travail, qui avançait petit pas, sachant que le CNJ a été suspendu déjà un moment. Je pense que ça repartait, mais patatras, on pourra dire ça s'est arrêté en chemin parce qu'il y a des documents qui n'auraient pas dû se retrouver sur la toile. Yalkoy. Oui, d'accord. Merci beaucoup pour ce sujet qui m'intéresse beaucoup en tant que jeune et en tant que secrétaire général par intérim aussi du bureau qui a été mis à côté de force. Quand le ministre Fomba est arrivé, moi je faisais partie du comité exécutif de ce bureau-là, de l'ancien bureau. Et nous sommes partis comme ça, on ne pourra pas tout développer ici. Mais suite à cela, on a vu, il y a eu un CONOR qui a été mis en place, il y a eu les états généraux de la jeunesse, et après le comité, le CONOR, il y a eu des recommandations. Maintenant, il y a un comité qui a été mis en place pour le suivi, et c'est suite à cela également que la commission de renouvellement des différentes instances a été mise en place. Et maintenant, on sait que tout ce processus-là, le climat était très tendu. Le climat était très tendu entre le ministre et les présidents des comités régionaux qui étaient toujours opérationnels, les communes également. Le comité exécutif a été balayé, mais les régions, les communes, tout et tout, étaient toujours là. Est-ce que vous voyez? Bon, maintenant, avec la mise en place de la commission, le hic est que depuis la mise en place de la commission, il y a eu, comment on appelle ça, des inquiétudes qui ont été soulevées à l'époque parce que c'est aussi un membre du cabinet du département qui a été mis à la place de la commission. Et les gens ont quand même souligné de vives inquiétudes à ce niveau, mais ils ont rassuré les gens du moment où les textes, tout et tout étaient là. Ils pensaient que les choses allaient mieux se passer. Bon, Dieu faisant les choses, on a vu que quand même au niveau des communes, au niveau des cercles, les régions, ils sont parvenus à mettre en place les bureaux. Maintenant, il restait l'étape finale et le dépouillement était prévu pour ce même mardi, le jour où la décision a été prise. Le dépouillement des candidatures, ceux qui étaient candidats pour la présidence du comité et du bureau national, il était prévu de faire, la commission devait faire le dépouillement. Et à notre grande surprise, le matin, on apprend que bon, voilà, une décision a été prise par le département, signée par le secrétaire général par intérim, Arbi, qui était à la DNJ, la Direction nationale de la jeunesse, avant, communiqué dans lequel ils ont suspendu le processus et mis fin à la mission également de la commission de renouvellement. Et les raisons ont été soulignées sous prétexte qu'il y a des documents qui se sont retrouvés sur les réseaux sociaux. Moi, à mon entendement, je n'ai quand même pas vu de documents sur les réseaux sociaux. Vous dites sous prétexte, donc vous n'y croyez pas du tout? Bon, en fait, en tout cas, je n'ai pas d'informations, je n'ai pas de preuves par rapport à ça. Comme c'est une autorité qui a parlé, on s'en tient à cela. Mais moi, je n'ai pas eu d'informations précises par rapport à ça, que des documents ont circulé sur le... Je n'ai pas d'informations. J'ai eu à échanger également avec des camarades qui m'ont pas donné des preuves par rapport également à ça. J'ai eu même à échanger avec des membres de la commission qui ne m'ont pas donné d'informations par rapport à ça. Mais je sais qu'au sein de la commission, il y avait à un moment donné une crise au sein de la commission parce que entre le président et les autres membres de la commission, apparemment, le président prenait certaines décisions sans consultation de certains membres de la commission. Et cela a suscité à un moment donné un malentendu entre eux et il a fallu l'intervention de qui des droits pour qu'ils puissent quand même se retrouver. Bon, voilà en tout cas pour l'instant ce que nous avons comme information par rapport à ça. Mais au-delà de ça également, il y a d'autres informations qui circulent ici et là, par rapport même également à la conformité en lien un peu avec la mise en place des différents trucs. Parce que le CNJ, il est apolitique. Le CNJ, le CNJ est apolitique. Mais les informations que nous avons ici et là, apparemment, les partis politiques sont parvenus à faire main basse sur les différentes instances qui ont été déjà installées, à commencer par les régions, les cercles et les communes. Et si les partis politiques arrivent à mettre les jeunes de leurs partis politiques au niveau de ces différentes instances, ça risque d'être un problème après. Et la crise au niveau de CNJ n'est autre que ça, c'est une guerre de positionnement entre les partis politiques. Quand, par exemple, je donne un exemple, quand le RPM a Sikasso avec lui, il fait en sorte que c'est sa jeunesse qui est là. Il fait en sorte que tout ce qu'il veut, que cela se réalise à ce niveau. D'autres partis également disent on n'est pas d'accord et il y a ce tiraillement qui fait qu'à chaque fois au niveau du CNJ, les gens n'arrivent pas à s'entendre. Parce que chaque responsable d'une contrée bien déterminée a un mentor qui lui donne des directives à suivre. Donc, on ne peut pas s'entendre. Et nous, on pensait qu'avec
posture du département de faire table rase. C'était d'apporter du sang nouveau, du sang neuf. Mais malheureusement, si toujours ce même système demeure, il ne faudrait vraiment pas s'attendre à un lendemain meilleur. Raison pour laquelle, moi je me dis peut-être que la dernière phase qui restait, ils ont avancé les raisons de la suspension du processus, mais au-delà de tout ça, à mon entendement, ce qui a été fait aussi, il faut s'attendre à ce que cela aussi soit remis en cause. Ce n'est pas à exclure. Parce que si les autorités peut-être vont analyser la situation et voir que ces mêmes politiques aujourd'hui, dont majoritairement sont contre la transition, arrivent à faire main basse également sur ces différentes instances, mais il y a un problème. Même si officiellement on sait qu'il y a un partenariat qui lie la jeunesse à l'État via la Direction nationale de la jeunesse, accord, partenariat d'ailleurs même qui n'est plus en vigueur parce exactement, que le document n'est plus là. Okay, vous voyez un peu. Mais officieusement, le CNJ fait partie de la société civile. Mais officieusement également, c'est quand même un bras, une poutre de l'État. L'État se repose également sur le CNJ pour résoudre certaines affaires. Est-ce que vous voyez? Mais si aujourd'hui, c'est les autorités politiques qui sont là et que les partis politiques qui sont opposés à ces autorités militaires arrivent à mettre la main sur la jeunesse, imaginez un peu à quoi il faut s'attendre à l'avenir. Donc, c'est vraiment une inquiétude qui est là. C'est assez complexe un petit peu tout ça. Je me tourne vers Diakité. Diakité, vous avez une inquiétude par rapport à tout cette situation du CNJ. La jeunesse, c'est un gros pan du pays. Hein. Aujourd'hui, c'est les bras valides. Hein. On a besoin de cette frange-là pour vraiment construire, renforcer le pays. Si aujourd'hui, elle se trouve dans les difficultés, c'est que il faudrait vraiment se poser les bonnes questions pour pouvoir arriver à des bonnes solutions. Vous avez des inquiétudes, par exemple? Oui, j'ai des inquiétudes. D'après Yalouké, si, comment adresse là, si c'est devenu politique là, c'est compliqué. Je pense que c'est apolitique. Bon, si ça devient d'être politisé là, vraiment c'est compliqué et puis c'est même regrettable. En tout cas, on sait que c'est très politique. Hein. Ah oui. Alors, quelle solution pour le ministre? Parce que le ministre, je pense qu'il doit se tirer les cheveux par rapport à tout ça. Il y croyait tellement, remettre les choses à plat, repartir sur des bonnes bases. Aujourd'hui, ça démontre que la formule ne marche pas. Quelle issue envisageable? Bon, pour l'instant, je me dis que c'est un couteau à double tranchant. C'est un couteau à double tranchant du moment où, déjà, quand on prend, c'est une question d'étape. Hein. Il y a eu les communes, les cercles, les régions. Déjà, l'inquiétude qui s'est soulignée, si les partis politiques sont parvenus à prendre ces différentes instances-là, à quoi faut-il s'attendre demain? Est-ce que les autorités vont-elles accepter? Les autorités aujourd'hui, c'est des autorités de transition, mais il faut reconnaître que ce sont des militaires qui sont à la tête de l'État. Vont-ils accepter au regard un peu du bras de fer, au regard un peu aussi du fait que ces autorités et les partis politiques se regardent en chien de faïence, vont-elles accepter de laisser la jeunesse entre les mains de ces partis politiques? La question mérite d'être posée. Par-delà également, et tout ce qui se passe aujourd'hui, je sais également que même pour la mise en place du Bureau national, la présidence, il y a des prétendants qui étaient là, et parmi ces prétendants, certains disaient également qu'il y a des prétendants qui sont des cadres clés de la jeunesse de certains partis politiques. Vous voyez un peu. Et donc moi je pense que c'est ce qui est d'ailleurs même semblerait susciter un peu tout ce qui se passe aujourd'hui et vraiment à donner peut-être comment on appelle ça, finalement le ministère a pris la décision de suspendre. Il a compris que c'est les deux. Il fallait arrêter, stopper l'hémorragie. Moi, à mon avis, au regard de la situation qui prévaut aujourd'hui, il serait quand même difficile de mettre fin ou bien vraiment d'annuler les processus précédents. Ça va être très compliqué. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Si on voit que ça peut être aussi une menace également pour la suite de la transition, je ne vois pas de mal quand même de mettre fin à ça. Faire table rase du processus antérieur de la mise en place des communes, des régions, des cercles, il faut tout balayer d'un revers de main et aller sur de nouvelles bases.
faire de telle sorte qu'il y ait du sang neuf. Ceux qui seront quand même au devant de la scène, au compte de la jeunesse, via le CNJ, que ces gens-là n'aient pas des identités politiques. C'est très important. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Alors, c'est ça que moi j'aimerais poser comme question. Est-ce qu'il ne sera pas difficile d'avoir un membre CNJ qui n'a pas qui n'appartient à un parti politique? C'est difficile. Moi, je suis secrétaire général par intérim, je n'ai pas de coloration politique. On ne sait pas. Le président aussi. Est-ce que ces jeunes... Habib Dako n'a jamais eu de coloration politique. Ouvertement. Même officieusement, il n'a pas eu de coloration politique. C'est un ami à moi. Même officieusement, il n'a pas eu de coloration politique. Mais si vous connaissez presque tous les secrets de Polichinelle et que vous prétendez être blanc comme neige, on a du mal à croire. On a du mal à croire. Quand même, pour moi, j'ai doute fort qu'il peut y avoir un jeune qui n'appartient à un parti politique ni une autre organisation. Non, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. C'est possible. Il y a le coup, il ne faut pas se voiler la face. Au Mali, on connaît des gens qui sont sans coloration, mais officieusement qui sont à toutes les colorations. Oui. La coloration qui va émerger, ils vont tout de suite s'aligner et s'afficher avec cette coloration. C'est pas nouveau. Au Mali, on sait bien que ça se passe comme ça. Mais bon, moi je pense que en des circonstances pareilles, ce qui compte, c'est la position officielle. La position officielle. Quand on est membre d'un bureau national de la jeunesse d'un parti politique, ça se sait. Et lorsqu'on sait que une personne est membre de ça, il ne faut pas l'accepter. Même au-delà également, il y a aussi un aspect important que j'avais oublié. Il y a certains qui ont été aussi installés dans certaines régions qui sont frappés par la limite d'âge. Ils ont plus de 35 ans. Ce ne sont plus des jeunes. Ce ne sont plus des jeunes. L'âge du plafond, c'est 35 ans. Mais on sait que dans certaines contrées, il y a des présidents, il y a certains qui ont été élus au poste de président, ils ont plus de 35 ans. Là, il y a problème. Est-ce que ce n'est pas tous ces faits-là qui sont remontés finalement aux oreilles... Donc, on se dit que tout ça pour ça. Parce que le ministre était venu pour vraiment un changement radical. Mais si le même système continue, ça veut dire que quelque part, ils ont échoué. Exactement. Voilà. En tout cas, on va suivre de très près. Ils finiront par trouver des formulations à présenter parce que la construction du pays ne pourra pas se faire sans la jeunesse. Hein, et la jeunesse, évidemment, il faudrait la structurer. Tout à fait. Et cette structuration passe avec la mise en place conforme du CNJ. C'est bon, Diakité, ça peut aller pour vous? Oui, oui. Alors, nous allons mettre ce dossier de côté. On va toujours regarder qu'est-ce qui se passe parce que la jeunesse, on a à l'œil la jeunesse. Voilà, on verra bien. Notre prochain dossier est, voilà, ce n'est pas officiel aussi, on pourra dire, mais c'est officieux parce que ça se balade sur les réseaux sociaux. On ne comprend pas, on n'en parle pas, mais pourtant, actuellement, on est en période d'hivernage. Et au Mali, quand on parle de période d'hivernage, c'est période de récolte, de sémage, des éleveurs, des cultivateurs, on va dire. Et on a eu, il y a quelques semaines, le limogeage du ministre de l'Agriculture avec le directeur de la SMDT. Donc, on prend ce sujet parce qu'on voit des publications, des vidéos par-ci, par-là, comme quoi l'engrais et les pesticides qui sont actuellement fournis sont de très mauvaise qualité. On a voulu regarder ce qui se passe de ce côté-là, voir, enquêter et Diakité, je vais commencer par vous. Bon. Quelle lecture? Inquiétant, pas inquiétant, où il faut réellement assainir ce sujet-là, rendre très transparent. S'il y a un souci à ce niveau-là, vraiment, c'est inquiétant parce qu'en réalité, on s'attend aujourd'hui à ce que l'agriculture soit, comment adresse-là, arrive à avoir sa place, oui, de première place. Voilà. Le Mali est reconnu comme étant un pays... Voilà, mais s'il y a un souci à ce niveau, je pense bien, il y a quoi à s'inquiéter, vraiment. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas trop
comment dire leur... les dossiers pour voilà, pouvoir les dossiers, développer. voilà, mais quand même, c'est inquiétant, parce que s'il s'agit de l'agriculture, quand même, ça, c'est l'affaire de tout le monde. Yael Koye, en tant qu'homme de médias, journaliste, on regarde ça, ça nous intéresse, hein, on est obligé de traiter ce sujet. On n'a pas grandes informations venant des départements concernés, parce que ça aurait été intéressant que ces départements-là puissent dire quelque chose, mais on se pose la question, pourquoi un limogeage, par exemple, du ministre de l'Agriculture en pleine saison hivernale? Est-ce que c'est la bonne stratégie? Est-ce que c'est la bonne approche? On a vu quand même quelques infos, quelques bruits par là de corruption, de détournement de fonds. On essaye de savoir, on essaye d'éclaircir. Ça revient, ça va, ça tourne, mais pourtant il faut mettre un stop à tout ça et avancer. Oui, effectivement, moi je pense que la machine était bloquée. La machine était bloquée et il fallait quand même rassembler tous les faits et arriver à un stade où les faits sont établis pour que qui de droit prenne aussi ses responsabilités par rapport à cette situation qui n'a fait que trop durer à mon entendement. Parce que depuis quelques années, nous savons qu'il y a un véritable bruit au niveau du monde agricole à cause de certains comportements décriés de la part de la CMDT. Pour la simple raison que tout le monde sait que, je crois, l'année dernière, il y a le président de la transition qui avait décidé de mettre à disposition de la CMDT un montant très important. Je crois que c'était 7 milliards. C'était 7 milliards, je crois, 7 milliards, afin vraiment que la CMDT puisse soulager aussi les paysans qui avaient fait face à la mauvaise récolte, à certaines situations vraiment déplorables sur le terrain pendant le processus hivernal. Et au-delà de cela également, nous avons vu qu'il y a cette question des pesticides dont vous parlez. Il y a aussi le cas de l'engrais. Nous savons aussi que par rapport à ces pesticides, il y a quand même des vocaux qui ont circulé à un moment donné. Et ces vocaux sont attribués à des responsables également, à un responsable de la CMDT, et cela a été aussi établi. L'authenticité des vocaux a été établie. Et je crois que c'est suite à cela, parce que déjà, au regard de tout ce qui s'est passé, la présidence avait décidé également de dépêcher des missions sur le terrain pour voir également comment les choses se passent. Bon, comme dans leurs habitudes, ils ont tenté peut-être de dissimuler la vérité en appelant peut-être les responsables des AV, les paysans ici et là pour leur dire que si la mission vient, voilà la ligne conductrice à suivre par rapport à ça. Quand on vous pose telle question, répondez comme ça. Quand on vous pose telle question, bon, comme déjà on sait que c'est un complot contre l'État, c'est un complot contre la bonne volonté des autorités, et finalement la vérité a éclaté. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il n'y a pas de crime parfait comme on a l'habitude de le dire. Il n'y a pas de crime parfait. Les vocaux sont sortis. Et c'est sur la base de cela maintenant que finalement l'État a décidé de prendre ses responsabilités en mettant les deux de côté. Et au-delà, également, je ne sais pas si vous, à un moment donné, il y a aussi une organisation qui est là qui s'appelle Fer Mali, qui est gérée par un certain Souri, qui avait dépêché également aussi des missions à l'intérieur au niveau des zones cotonnières. Moi, j'avais même donné un de mes reporters qui est allé dans la zone de Djouila, Massi, etc. également. Mais les paysans sont dans des conditions inhumaines. Pour la simple raison que même avoir à leur disposition des engrais, c'est un problème. Et déjà, l'année est écoulée, on est dans une nouvelle saison. Jusqu'à présent, ils n'ont pas pu quand même, ils ne sont pas entrés en disposition de leur argent. Ils ont vendu leur coton à l'État, qui a du mal jusqu'à présent à les payer. Mais c'est un problème. Et avec cette nouvelle saison également, même par rapport aux engrais, les engrais sont de très mauvaise qualité. On a vu des vidéos dans la zone de Sikasso où justement, il faut qu'on arrive à... Voilà, effectivement. Mais c'est rempli. C'est rempli quand même de cailloux. En lieu et place quand même de l'engrais. Il a même fait une vidéo pour montrer, il dit, bon, regardez un peu. Et même cet engrais subventionné par l'État, il y a aussi des brigands qui se permettent, c'est-à-dire dès que l'engrais arrive là-bas, ils ont un réseau. Ils prennent l'engrais et puis ils vont vendre ça à des commerçants qui, à leur tour, encore les revendent aux paysans au plus cher. L'engrais subventionné, je crois que c'est 12 000 francs. Du moment où il n'y a pas d'engrais subventionné, c'est-à-dire que sur place, parce que pratiquement ils ont tout vendu,
les paysans sont obligés d'aller voir les commerçants et acheter ça à 35 000 francs. En fait, on crée une rupture d'approvisionnement dans le marché en reconditionnant les sacs qui contiennent ces engrais et ils vendent plus cher. Heureusement qu'ils ont pu mettre la main sur ça, effectivement, parce qu'ils ont vu sur le marché des engrais subventionnés, on retrouve sur le marché. C'est au regard de tout ça, vraiment, l'État a décidé de prendre ses responsabilités. Parce que les paysans, vraiment, ont trop souffert. Et au regard de ça a eu un impact considérable également sur le classement du Mali par rapport à la production cotonnière. Vous voyez, on s'est retrouvé, je crois, à la 3e position. Là où on était premier, après on s'est retrouvé deuxième, maintenant on est jusqu'à la 3e position. Mais c'est quand même déplorable. Il faut garder une constance, c'est quand même dur, hein? C'est quand même dur par rapport à ça. En tout cas, c'est un sujet qu'on a voulu aborder pour pouvoir l'assainir, pour pouvoir donner un peu de clarté à tout ça. C'est vrai que c'est encore un peu complexe, un peu compliqué, mais il fallait en parler. C'est l'actualité aussi nationale. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, on a un invité sur le plateau de Mandé TV. C'est Monsieur Toumani Diakité. Il est contrôleur au service de lutte contre la fraude à la direction de conformité et de contrôle interne de la SOMAGEP, aussi syndicat national des constructions civiles, des mines et de l'énergie, SINACOM, section nationale de la SOMAGEP. Monsieur Diakité, on a vu en date du 18 juillet dernier un courrier qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, un courrier d'un syndicat, je suppose que ce n'est pas votre syndicat, qui évoquait la mauvaise qualité de l'eau qui était fournie aux Maliens. On a abordé ce sujet sur le plateau de Mandé TV et on s'est dit que c'est une affaire à suivre, qu'il fallait voir ça de très près. Parce que, entre guillemets, c'est assez crucial, c'est un sujet très sensible. Donc, on veut l'éclaircir. Quelle interprétation faites-vous de cette lettre adressée à la direction de la SOMAGEP qui se retrouve sur les réseaux sociaux? D'abord, merci pour m'avoir questionné par rapport à la situation. Comme je l'avais dit, c'est une affaire déjà chargée, donc on ne va pas rentrer dans la profondeur. Quand même, ce qui est sûr, il est bon à dire aux gens, c'est que on dit que le syndicat a adressé une lettre à notre administration par rapport à la qualité de l'eau fournie par la SOMAGEP. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il est bon à dire au peuple malien, il s'agit de quel syndicat? Parce qu'au niveau de la SOMAGEP, il y a 3 syndicats, mais 2 syndicats légitimes. Parce que créer un syndicat, ce n'est pas un problème. C'est l'autorité qui te donne le certificat de conformité pour dire que ton syndicat est légal. Mais pour avoir légitimité, c'est le travailleur qui donne légitimité à travers des élections des délégués du personnel. Il faut avoir un certain nombre de délégués du personnel pour devenir un syndicat représentatif. Et au niveau de la SOMAGEP, il y a des syndicats, SUTELEC et SINACOM. Lors des élections des délégués du personnel passés, chaque ordre syndical a eu 65 délégués. Donc, l'autre là, c'est un syndicat nouvellement créé. Le syndicat a été créé en décembre 2022. Avant qu'il y ait une autre élection des délégués du personnel, pour le moment, lui, il n'a pas de délégué. Donc, ce qui fait que c'est un syndicat qui n'est pas reconnu, qui n'est pas légitime au niveau de la SOMAGEP. Qui n'est pas reconnu et qui n'est pas légitime. Ça dit, on sait qu'il y a un syndicat, il est reconnu parce que son syndicat est légal. Mais légitimité là, c'est le travailleur qui donne. À travers, ça dit, quand tu es syndicat, il faut que ton syndicat ait une certaine représentativité. Au niveau de la SOMAGEP, on est au nombre de plus de 1500 travailleurs. Quand même, pour avoir des délégués du personnel, il faut avoir au minimum la confiance
de 26 personnes pour avoir des délégués titulaires et des délégués suppléants. Quelqu'un qui n'a pas de délégué, cela veut dire qu'il n'a pas eu la confiance même de 26 personnes. Là où nous sommes, son syndicat n'est pas légitime au niveau de la SOMAGEP. Moi, par exemple, qui vous parle, moi, mon syndicat, c'est le syndicat, je peux dire que c'est le syndicat majoritaire. Pas en termes de délégués, du personnel, mais en termes, comment dirais-je là, d'implantation, parce qu'au niveau de la SOMAGEP, il y a 11 directions régionales. Dans chaque direction régionale, nous, on a notre comité syndical là-bas. Donc, on a à peu près 12 comités. Il y a 9 comités régionaux. Il y a le comité des jeunes travailleurs de la SOMAGEP, chose que BIT a demandé, à ce qu'il y ait partout où il y a les syndicats, chaque section doit avoir à son sein un comité des jeunes travailleurs de l'entreprise et un autre pour les femmes travailleuses de la SOMAGEP. Chose que nous avons au niveau de SINACOM. Bon, ça dit, il ne s'agit pas de militants, mais moi, je dirige un bureau de plus de 322 membres. Donc, si on dit syndicat a dit ça, bon, c'est étonnant, parce que c'est pas, il faut chercher à connaître, il s'agit de quel syndicat d'abord. Parce que chaque fois, les gens disent que l'autre de la SOMAGEP est comme ça, étonnant, mais pourquoi les gens ont pris ça au sérieux? Parce que ça vient d'un syndicat. Il est bon, moi, en tant que premier responsable d'un syndicat responsable, mon devoir m'oblige de venir éclaircir certaines choses. Il y a des détails qu'il faut donner à la population malienne pour qu'il y ait plus de psychose au niveau de ce sujet-là. Voilà. Je me tourne vers vous. Voilà, ce sujet, quelques journaux l'ont traité. Voilà, il y a la grande question, est-ce que la consommation, est-ce que l'eau qu'on consomme quotidiennement est potable? C'était assez flou, assez mitigé. Vous avez sûrement étudié un petit peu ce sujet-là. Votre approche? Oui, effectivement, ça a quand même fait susciter à un moment donné un vif débat par rapport un peu à la qualité. On sait que la question, elle revient de temps en temps, et ces derniers temps avec la sortie du syndicat, comme M. Diakité l'a si bien dit, parce que quand on parle du syndicat d'une structure bien déterminée et qu'il parle d'une question concernant sa structure, ça vraiment attire l'intérêt des uns et des autres pour chercher à comprendre surtout tout ce qui est en lien également avec l'eau. L'eau, ce n'est pas une petite affaire, c'est quand même est-ce que vous voyez un peu? Et moi, je me dis que ce qui est quand même déploré, honnêtement, quand j'ai vu le communiqué au départ, je m'étais dit que quelque part, il y a quand même une vérité là-dedans. C'est comme ça que je voyais un peu la situation au regard des vidéos qu'on voit ici et là concernant un peu l'eau de la SOMAGEP. Mais après, j'ai vu, il y a des documents qui ont circulé concernant également aussi des résultats donnés par des laboratoires qui attestent que l'eau de la SOMAGEP n'a pas de problème. On a vu ces documents-là et j'ai aussi recoupé l'information. Je me suis rendu compte également que ce sont des documents authentiques. Donc, quand je l'ai vu, je me suis aussi interrogé. J'ai dit, est-ce que ce syndicaliste-là n'est pas dans une certaine manipulation qui ne dit pas son nom? Et au regard un peu des explications données par le représentant d'un syndicat ici, c'est pas comme si j'ai fait parti pris, mais c'est une affaire quand même nationale. Et qui parle d'affaires nationales, moi je me dis que si, en tout cas, eux, ils avaient quand même des reproches à faire à la qualité de l'eau, il fallait quand même sortir des clivages individuels, des clivages corporatistes, et puis aussi voir avec les autres syndicats. Bon voilà, mettez la question sur la table et que les trois syndicats analysent la situation. Si les trois syndicats étaient sortis ensemble pour dire il y a un problème par rapport à la qualité de l'eau, en ce moment il n'y a pas de problème. Ils allaient bénéficier du soutien quand même du peuple par rapport à ça. Mais comme c'est un syndicat qui l'a fait, et on a vu que la direction a montré des A plus B que ce que celui-là a dit, ce n'est pas vrai. Et nous avons vu la suite après, comme le dossier a été judiciarisé, on comprend aisément que ce que le monsieur disait, ce n'est pas ça. Mais au-delà de tout ça, les gens ont fouillé également aussi dans ce qu'il fait.
on a compris que c'est quelqu'un qui a voulu peut-être se servir de ces cas-là pour avoir peut-être des retombées politiques ailleurs, contre également les autorités de la transition. D'accord. Là où on est, on n'en a pas besoin. Nous, on a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Il y a cette question d'électricité qui est là. On cherche à trouver un problème par rapport à ça. Et pour ce qui concerne l'eau également, on a eu des informations précises que par rapport à la qualité de l'eau, le plus important aujourd'hui, il faut sévir sans état d'âme. C'est comme ça que moi je vois les choses. C'est vraiment un sujet très très sensible. Et ici, pour tout le monde, pour nos téléspectateurs, je crois bien qu'il y a une direction de conformité et de contrôle interne qui a été créée récemment. On peut savoir de quoi il s'agit, M. Diakité? Effectivement, au niveau de la SOMAGEP, la direction générale de la SOMAGEP a décidé vraiment de créer une direction de conformité et contrôle interne. C'est-à-dire c'est pour faire la conformité une priorité chez nous. Tout ce que nous faisons comme travail, il faut qu'il y ait la conformité. Tellement SOMAGEP tient beaucoup à la conformité, d'où la nécessité de la création de cette direction. Au niveau de cette direction, il y a 3 départements. Il y a département qualité, il y a département audit et il y a le département de contrôle général. Donc, pourquoi tous ces départements-là? Nous, au niveau de la SOMAGEP, tout ce que nous faisons là, tout est audité pour voir est-ce que les normes sont respectées. Que ce soit les branchements que nous allons réaliser et la production, la distribution, même le dépannage que nous faisons là, il faut qu'il y ait de la qualité. Donc, ce qui fait qu'on a créé cette direction-là. Mais c'est déplorable quand tu vois que quelqu'un dise que l'eau de la SOMAGEP n'a pas de qualité, alors qu'on a même un département qualité pour ça. On a aussi un département d'audit pour auditer. Nos stations sont auditées. Raison pour laquelle SOMAGEP a été certifié depuis 2020, ISO 9001, renouvelé en septembre 2023. Donc maintenant, on est même en train de former les gens sur ISO 14001 qui est rare, même en Afrique, parce que nous tenons beaucoup à la qualité et à la conformité. D'accord, merci. On a quand même des éclaircissements par rapport à ce sujet sensible. Je pense bien que les collègues qui sont plutôt de la presse écrite aussi vont essayer d'être dans cette dynamique-là. Parce que avec tout ce qui se passe, le Mali n'a vraiment pas besoin de tout ça. Yelkoé, est-ce que vous avez une question pour notre invité ici sur ce plateau? Non, c'est quand même, je suis satisfait des réponses à apporter par rapport à l'inquiétude à soulever ici et là. C'est vraiment de lui dire qu'il faut être dans une approche anticipative. À chaque fois qu'il y a des informations, vous attendez ça ici et là, approchez les hommes de méta pour mettre à leur disposition les informations. Notre mission aussi, c'est ça. En tout cas, collecter l'information et donner la bonne information quand même. La SOMAGEP avait quand même fait un communiqué assez rapidement. Non, ben, je me dis mais au-delà du communiqué de la SOMAGEP, parce qu'on a aussi cru pour beaucoup, c'était une histoire de communiquer à communiquer, interposer. Et je pense que là, les différents syndicats, notamment vous et l'autre syndicat, doivent pouvoir se joindre la main. On a fait un démenti. Vous avez fait un démenti? Un démenti. L'endemain même de la publication de la lettre de Sasso, on a fait un démenti. Donc, pour adresser à la direction générale. Et puis dans laquelle nous désolidarisons de cette lettre-là. Donc, et puis c'est ce que dans la lettre, on a exigé à notre administration de traduire les signataires de ces documents devant le conseil de discipline, afin que la personne s'explique. Les 24 passés, on a tenu ces conseils-là.
Le conseil des moi-même, je suis membre, donc on ne va pas rentrer dans les détails. On ne va pas rentrer dans les détails vu que l'affaire est judiciarisée. Voilà. Voilà, en tout cas, ça a été assez limpide, on pourra dire, pour ce sujet-là. Merci beaucoup, Monsieur Diakité, pour venir nous donner ces éclaircissements sur ce plateau de Mandé TV. Yalkoe, vous avez un dernier mot? Ce passage a été... Ça s'est bien passé. Effectivement, très bien passé. C'est vraiment de remercier l'équipe de Mandé TV, à commencer par vous-même. Pour tout ce que vous êtes en train de faire pour le pays. Vous ne le faites pas pour vous-même, mais le faites vraiment à chaque fois qu'il y a des sujets d'intérêt national qui sont là, aller à la recherche de la bonne information et la mettre à la disposition du public, c'est quand même une bonne chose à féliciter, même si on est de la même profession. Et au-delà également aussi à remercier les téléspectateurs aussi qui nous suivent, qui ont aussi un intérêt pour toutes les émissions qui passent aussi sur les antennes de Mandé TV. Et pour finir aussi, remercier mon co-débatteur Diakité, qui vraiment, à travers ses explications, nous avons compris beaucoup de choses par rapport à cette situation de la SOMAGEP. Et lui dire également aussi que nous sommes à leur disposition. Notre mission, c'est ça. À chaque fois qu'il y a des informations à leur niveau, qu'ils les mettent qu'ils nous les donnent. Et nous, on se chargera du reste. Exactement. Merci beaucoup, Diakité. Moi, je remercie beaucoup Mandé TV. Pour ça, je compte ça comme un acte de patriotisme. En réalité, vous m'avez demandé 1 franc pour être là aujourd'hui. Mais je ne vous ai pas demandé 1 franc. 1 franc. C'est plutôt ça. Voilà. Donc, mais quand on voit que vous êtes en train de mener ces actions-là, c'est pour... c'est une manière de contribuer vraiment à rassurer le peuple malien par rapport à la pesqueuse qui a failli s'installer. Voilà. Donc maintenant, en fait, je pense bien, on vous remercie beaucoup. On ne fait que notre travail, M. Diakité, merci beaucoup. Yalko, on est ensemble dans les papiers, dans les enquêtes, dans les recherches. Voilà, on fait notre métier tout simplement. Merci beaucoup, messieurs Yalkoe, monsieur Diakité. Merci. Téléspectateurs de Mandé TV, c'est la fin de ce décryptage de l'actualité. Nous avons sur le plateau monsieur Toumani Diakité, contrôleur au service de lutte contre la fraude à la direction de conformité et de contrôle interne de la SOMAGEP. Il est aussi le secrétaire général du syndicat national des constructions civiles, des mines et de l'énergie, SINACOM, section nationale de la SOMAGEP SA. Notre collègue qu'on espère voir prochainement, il s'agit de monsieur Boubacar Yalko. Il est journaliste, directeur de publication du journal Le Pays. On se dit à la prochaine pour un autre décryptage. Restez sur les ondes de Mandé TV. Allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV Reflet du Mali. Et je remercie la partie technique qui a assuré cet enregistrement. Au revoir.